La jeunesse chinoise fait ce que même les États-Unis ne peuvent pas faire, ils ont lancé un mouvement qui pourrait détruire l'économie chinoise. Un mécontentement croissant se développe parmi les jeunes en Chine, incarné par un nouveau phénomène appelé BN, signifiant « laisser pourrir ». C'est une rébellion si unique que le Parti communiste chinois, PCC, ne parvient même pas à la réprimer comme il le fait habituellement. La police a envahi les rues pour écraser un soulèvement remarquable dans les grandes villes chinoises. À Shanghai, la plus grande ville du pays, la police a arrêté des manifestants, les traînant de force. En réalité, ce mouvement non violent pourrait devenir tellement destructeur pour l'économie chinoise que le même dictateur qui menaçait autrefois les pays les plus puissants est maintenant en train de littéralement demander aux jeunes de mettre fin à cette rébellion. Le président Xi Jinping a déployé de grands efforts pour envoyer un message fort d'autonomisation à la jeunesse chinoise. Comme si cela ne suffisait pas, la Chine subit maintenant de graves conséquences en raison d'une politique mise en place il y a 44 ans. Le pays le plus peuplé du monde est confronté à une crise, il n'a pas assez de jeunes pour occuper ses usines ou rejoindre son armée. Mais en quoi consiste exactement cette rébellion? Pourquoi les jeunes Chinois sont-ils si frustrés? Et surtout, comment ces problèmes deviennent-ils un cauchemar pour la Chine? En mars 2022, le terme « BN » a gagné une immense popularité en Chine, au point d'avoir accumulé plus de 91 millions de vues en seulement 6 mois sur l'application chinoise Weibo. 91 millions de vues dans un pays comme la Chine, cela montre à quel point le problème doit être sérieux, car la Chine interdit généralement ce genre de tendance qui pourrait menacer la direction du PCC. Peut-être que la Chine l'a d'abord rejeté comme une simple tendance passagère et l'a ignoré, mais les conséquences qui en ont découlé par la suite ont été bien plus graves que prévu. Dans ce mouvement, les jeunes refusent de faire des efforts supplémentaires dans la vie parce qu'ils ne voient plus aucun espoir. Beaucoup ont quitté leur emploi, abandonné leur famille, cessé de travailler dur, et ont commencé à accepter la banalité de leur existence. En fait, ce n'était pas la première fois qu'une telle tendance émergeait en Chine. En 2021, le concept de « Tianjeping », qui signifie « s'allonger à plat », était l'un des 10 mots à la mode sur Internet en Chine. Mais la question est, comment la Chine en est-elle arrivée là? Bien que la tendance ait émergé en 2022, les racines de ce mécontentement ne proviennent pas d'un événement soudain. Elles sont le résultat d'un effet domino causé par de nombreuses politiques chinoises. Le 16 novembre 1993, New Oriental Education, une entreprise privée de services éducatifs, a été fondée en Chine. Elle a rapidement connu un immense succès, au point de devenir le plus grand fournisseur de services éducatifs privés en Chine. L'entreprise a même été cotée à la bourse de New York en 2006 et à la bourse de Hong Kong en 2020. Le secteur du tutorat privé s'est développé dans les années 1990 et, en l'espace d'une décennie, comme New Oriental, certains des plus grands acteurs se sont développés si rapidement qu'ils ont commencé à émettre des actions. En fait, avant même d'être coté, New Oriental avait déjà, en 2004, il a été rapporté que la taille du marché de l'éducation en Chine était d'environ 580 milliards de RMB, soit environ 72 milliards de dollars. Le marché du tutorat était en pleine expansion et offrait un grand nombre d'emplois. Des estimations suggèrent même que l'industrie lucrative du tutorat en Chine employait autrefois environ 10 millions de personnes. Mais il y a une raison pour laquelle j'utilise le mot « autrefois », car ce que la Chine a fait à cette industrie en 2021 a choqué le monde entier. Elle a effacé des milliards de dollars de richesse des marchés, les entreprises cotées ont perdu 80 à 90% de leur valeur, des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur emploi, et l'ensemble de cette industrie de 100 milliards de dollars a été détruit. Parlons d'abord de quelque chose qui est devenu obligatoire. En juillet 2021, la Chine a interdit le tutorat à but lucratif pour les matières scolaires enseignées pendant les heures de classe, et a interdit aux institutions de tutorat basées sur ces matières de se coter en bourse ou de lever des fonds. Bien que l'intention de cette mesure ait été de réduire la charge académique, cette décision soudaine a entraîné une perte massive d'emplois. New Oriental Education, par exemple, a perdu 83% de sa valeur en seulement 10 mois, et la plupart des acteurs du secteur du tutorat ont perdu près de 90% de leur valeur marchande en moins d'un an. Les entreprises ont licencié presque 40 à 50% de leur personnel. Si l'on considère seulement les 7 plus grandes entreprises cotées, 206 000 personnes ont perdu leur emploi. Et encore, ce ne sont que les chiffres des entreprises cotées. Nous ne parlons même pas des salles de classe physiques et des petites entreprises. Ce n'était pas seulement le secteur du tutorat qui était touché. Le Parti communiste chinois, PCC, a également sévi dans les secteurs de l'immobilier et de la technologie depuis 2021, et les résultats étaient prévisibles. En 2022, le géant du commerce électronique Alibaba a licencié plus de 10 000 employés,
et Country Garden, l'un des plus grands promoteurs immobiliers, a renvoyé 30 000 employés. Imagine un instant la mère qui nourrissait sa famille grâce à ses revenus de tutorat, le diplômé universitaire qui venait d'obtenir un emploi dans l'une de ces entreprises, les investisseurs qui ont perdu leur fortune, et les fondateurs qui avaient mis tout leur cœur et leur âme pour établir ces organisations. Tout cela a été anéanti en un rien de temps. Maintenant, si tu es un entrepreneur en herbe, te sentirais-tu confiant pour lancer une start-up dans un tel environnement? Non, n'est-ce pas? Parce que tu ne sais jamais quand tes années de travail acharné pourraient être balayées en quelques mois. De même, les employés ressentiraient la même chose, non? C'est l'un des principaux facteurs qui alimente l'insatisfaction parmi les jeunes, mais ce n'est pas la cause profonde de la rébellion. En 1949, lorsque la Chine a gagné son indépendance, c'était un pays extrêmement pauvre, si pauvre qu'en 1990, le taux de pauvreté atteignait 66,3%. Des millions de personnes sont mortes de faim, et le PIB par habitant était de seulement $90. Mais ce que la Chine a accompli au cours des 5 décennies suivantes est rien de moins qu'un miracle. En 2022, le PIB par habitant de la Chine a augmenté de 141 fois pour atteindre $2720. Oui, tu as bien entendu, 141 fois. En fait, la Chine est devenue la deuxième plus grande économie du monde avec un PIB de 7,9 trillions de dollars. De plus, le taux de pauvreté a diminué de 66,3% en 1990 à seulement 0,3% en 2018. Pendant les périodes difficiles, les générations plus âgées ont travaillé très dur, créant une culture de longues heures de travail en Chine. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, les Chinois travaillent de 9h à 21h, 6 jours par semaine. Cela est connu sous le nom de culture de travail 996 en Chine, ce qui se traduit par 72 heures de travail par semaine. À titre de comparaison, la semaine de travail moyenne dans le monde est d'environ 40 heures. En fait, selon les lois du travail en Chine, une journée de travail standard est de 8 heures. Les lois du travail en Chine prévoient une journée de travail de 8 heures avec un maximum de 44 heures par semaine, mais les travailleurs chinois dépassent souvent ces limites, travaillant presque 28 heures de plus que ce qui est légal. Une des raisons de cette situation est la forte compétition sur le marché du travail chinois, que nous aborderons bientôt. Cette culture est tellement enracinée qu'un employé chinois se sentirait presque exclu s'il quittait le bureau avant 21 heures. C'est justement ce que les jeunes générations en Chine rejettent. Les jeunes ont découvert d'autres possibilités et préfèrent des modes de vie plus flexibles. Mais que se passe-t-il s'ils n'ont pas le choix? Imagine que tu travailles 12 heures par jour, 6 jours par semaine, et que, tout comme les Chinois, tu en sois épuisé, mais que tu ne puisses toujours pas quitter ton emploi. Imagine les conséquences sur ta santé et tes relations, simplement parce que tu ne peux pas leur accorder suffisamment de temps. Ça semble absurde, non? Mais c'est la réalité pour beaucoup de jeunes Chinois. La plupart d'entre eux ne peuvent pas quitter cette culture toxique, même s'ils le veulent, pour une raison bien précise. La dure vérité que la Chine a cachée au monde, c'est que le chômage des jeunes a atteint un niveau record en mai 2023, avec 20,8%, en hausse par rapport à 20,4% le mois précédent. En août 2023, le gouvernement chinois a publié des données choquantes indiquant qu'un record de 21,3% des jeunes chinois étaient sans emploi. Face à ces chiffres, le Parti communiste chinois, PCC, a jugé la situation horrible et a décidé de résoudre le problème en suspendant la publication future du taux de chômage des jeunes urbains. Oui, c'était la solution typique chinoise. C'est pourquoi la plupart des jeunes Chinois n'ont d'autre choix que de continuer à travailler selon la culture du 996, simplement parce qu'il n'y a pas assez d'emplois disponibles et qu'ils n'ont pas d'autre option que de rester dans leur emploi actuel. En fait, la concurrence sur le marché du travail est sur le point de s'intensifier encore davantage. Les mêmes universités chinoises qui ont produit 9 millions de nouveaux diplômés en 2021 devraient en produire 11,8 millions en 2024. La compétition devient donc encore plus féroce, ce qui explique pourquoi plus d'un jeune travailleur sur 5 est sans emploi en Chine. Cela est en partie dû au mouvement BN, mais aussi au manque d'emploi sur le marché. La situation pourrait s'aggraver à un point tel que, selon un économiste de l'université de Pékin, presque la moitié des jeunes Chinois pourraient être sans emploi. Cela inclut également ceux qui choisissent volontairement de s'allonger à plat, mais on peut imaginer à quel point la situation pourrait devenir critique. La situation est si grave que des diplômés récents acceptent des emplois étranges, voire extrêmement bizarres. Par exemple, certains deviennent des enfants à plein temps, où ils passent du temps avec leurs parents, les aident avec les tâches ménagères et en retour, ils reçoivent un salaire. Maman, voici la facture, tu me dois au moins 500 000 yuans. Désolé,
Je plaisante, mais c'est une réalité. J'ai essayé de comprendre la relation entre le manque d'emploi, la culture de l'épuisement professionnel, et le mouvement BN en étudiant plusieurs études de cas. La situation désespérée des jeunes Chinois m'a vraiment bouleversé. Par exemple, lors d'une interview avec CNBC, Crystal Gua, une jeune femme de 30 ans, a raconté qu'elle a d'abord été. L'armée russe a subi une attaque massive la nuit dernière. Une frappe de drones ukrainiens en pleine nuit a provoqué une énorme explosion après avoir détruit un dépôt de munitions russe. L'attaque a détruit un entrepôt dans la région de Voronezh contenant plus de 5000 tonnes d'armes américaines. L'attaque a ensuite été confirmée par le ministère ukrainien de la Défense. Des images choquantes de l'attaque montrent un énorme nuage d'explosions s'élevant dans les airs tandis qu'un incendie se déclenche dans l'entrepôt militaire. Alexandre G., le gouverneur de la région, a confirmé qu'une frappe de drone avait causé l'incendie et l'explosion d'objets explosifs. Aucun blessé n'a été signalé à la suite de l'attaque. On pense qu'au moins 5 drones ont participé à l'attaque. Goussev avait initialement suggéré que l'explosion avait été causée par des fragments de drones ukrainiens détruits, mais les images montrent qu'il s'agissait d'une attaque directe. Goussev a déclaré ce qui suit: dans la région de Voronezh, les systèmes de défense aérienne et de guerre électronique ont détruit plusieurs drones et perturbé leurs signaux. À la suite de la chute de débris, un incendie s'est déclenché, provoquant la détonation d'objets explosifs. Jusqu'à présent, aucun nouveau blessé ou dommage aux bâtiments civils n'a été signalé. Goussev a déclaré l'état d'urgence dans 3 villages proches du dépôt de munitions, tandis que les autoroutes à proximité ont également été fermées. Selon les renseignements militaires ukrainiens, le dépôt de munitions appartenait au groupe occidental de l'armée russe. Les services de renseignement de la défense ukrainienne ont rapporté que les Russes y stockaient des obus d'artillerie et de chars, ainsi que des munitions pour armes légères et des missiles solaires. Waris Translated, un compte sur les réseaux sociaux qui suit les conflits mondiaux, a tweeté des images de l'incendie, ajoutant « L'impact doit être extrêmement intense car les explosions et les incendies à Ostrogoïsk ne se sont pas arrêtés depuis tôt ce matin. » Les forces ukrainiennes ont lancé une série de frappes de drones ces derniers mois, visant à endommager l'infrastructure militaire et l'industrie pétrolière de la Russie. Les forces ukrainiennes ont précédemment ciblé des aérodromes militaires, des raffineries de pétrole et d'autres dépôts de munitions dans la région de Voronezh. Les frappes de drones ukrainiennes se sont intensifiées ce week-end. Le président Volodymyr Zelensky a salué un nouveau drone missile fabriqué en Ukraine, qu'il a qualifié de capable de ramener la guerre en Russie. Zelensky a déclaré que la nouvelle arme, Punya, est plus rapide et plus puissante que les drones fabriqués localement que Kiev a utilisés contre la Russie jusqu'à présent. Selon des rapports, l'armée ukrainienne a lancé une nouvelle opération offensive en réponse au conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine. Ces actions ciblées compliquent la vie des troupes adverses. Selon des responsables, la 3e brigade d'assaut distincte de l'armée ukrainienne a publié un message sur Telegram décrivant leur stratégie offensive réussie contre les troupes russes dans la région de Kiev. Voici une déclaration du colonel Andrei Bitki, commandant de la 3e brigade d'assaut distincte, sur les détails de l'opération. L'objectif principal de l'opération était de réduire les capacités offensives de la 20e armée de la Fédération de Russie. L'opération offensive de la brigade dans la région de Kov a été couronnée de succès, causant la perte de 300 soldats russes et des dommages sérieux ou la destruction de matériel et d'armes, selon un message publié sur Telegram. La caractéristique distinctive de cette opération était l'attaque contre un ennemi supérieur, suivi d'une victoire. Selon Bilety, les renseignements, la défense antiaérienne, la planification et l'artillerie étaient les 4 piliers sur lesquels reposait cette victoire. Il ajoute que les véritables héros sur le terrain étaient les avions d'attaque, les tankistes, les ingénieurs et les avions de reconnaissance. Après une offensive similaire dans la région de Koursk, à la frontière russe, l'Ukraine a lancé une offensive dans la région de Kov. La région de Koursk en Russie a été le théâtre d'une opération offensive inattendue lancée par l'Ukraine plus tôt ce mois-ci. Le président russe Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine en février 2022, déclenchant un conflit entre les deux pays. Suite à l'invasion surprise de l'Ukraine à travers la frontière, les affrontements armés se sont intensifiés dans le sud de la Russie, forçant des milliers de Russes à évacuer de Koursk et des environs. Les forces ukrainiennes ont gagné un nouvel élan après le retard des livraisons d'armes américaines. Le commandant de l'armée de l'air ukrainienne, le lieutenant-général Mykola Oleshchuk, a récemment publié une vidéo sur les réseaux sociaux affirmant que des bombes planantes fournies par les États-Unis ont été utilisées dans la dernière opération offensive du pays à Koursk. La représentante du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a mis en garde l'Ukraine plus tôt cette semaine en réponse à l'opération militaire ukrainienne à Koursk. Selon Zakharova,
cette action a rendu les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine caduques. Voici le reste des remarques de Zakharova, qui osera négocier avec eux après toute la violence et les crimes qu'ils ont commis contre des colons innocents, des civils, des infrastructures et des installations, victimes de la répression de la Chine sur le système de tutorat privé. Après 6 mois de lutte, elle a finalement trouvé un autre emploi dans une entreprise immobilière. Malheureusement, son département entier a été licencié après quelques mois. Elle a essayé de trouver un autre emploi, mais c'était le moment où l'industrie technologique subissait également des licenciements massifs. Elle a finalement décidé d'abandonner et de s'allonger à plat pour échapper à la réalité. Pour couvrir ses dépenses quotidiennes ou poursuivre d'autres loisirs, elle a utilisé son temps libre pour prendre des emplois à temps partiel. C'est le cas de millions de jeunes Chinois. Ils utilisent le mouvement BN comme une forme d'évasion. Mais il y a une autre raison, peut-être encore plus forte, derrière cela. Chaque société a des attentes sociales, en particulier envers les jeunes. En Chine, cela se traduit par le concept de Changliye, qui signifie établir une famille et une carrière. Cela inclut également l'achat d'un appartement, qui est lié à leur statut social. En Chine, acheter une propriété est considéré comme un accomplissement parmi les jeunes. Cependant, les prix des logements ont tellement augmenté que l'achat d'une maison à Shanghai ou Pékin est devenu presque impossible pour un jeune Chinois moyen. Les prix sont si élevés que le coût moyen d'un logement est environ 12 fois supérieur au revenu moyen en Chine. C'est la raison pour laquelle les jeunes Chinois refusent de céder à cette pression sociale, car cela représenterait un piège financier pour la plupart d'entre eux. Tous ces facteurs combinés ont porté un coup sévère à un élément crucial, le moral. Des mouvements comme Tangping, se coucher à plat, et BN, laisser pourrir, ne nuisent pas seulement à l'idéologie du rêve chinois de Xi Jinping, mais pourraient également avoir un impact considérable sur l'économie chinoise. Regardez ceci, il s'agit de la croissance de la productivité du travail en Chine. La moyenne annuelle se situe autour de 7%, mais après 2021, elle a presque chuté à 4%. Je sais qu'il y a de nombreuses autres raisons majeures pour cela, que nous aborderons certainement, mais le mécontentement croissant a certainement joué un rôle. Même dans ces graphiques, vous pouvez voir une diminution de l'indice de confiance des consommateurs chinois et une chute brutale des ventes au détail en Chine. Cela s'explique par le fait que le chômage augmente, que les jeunes Chinois sont sans emploi et c'est pourquoi ils dépensent moins. Moins de dépenses entraîne une baisse de la demande, ce qui conduit les entreprises à produire moins, et par conséquent, à procéder à des licenciements ou à créer un nombre réduit d'emplois. Ce cercle vicieux continuera d'affecter la Chine à moins que le PCC ne prenne des mesures solides pour y remédier. Maintenant, vous pourriez dire, et alors? Peu importe si la consommation intérieure diminue, la Chine vend au reste du monde et continuera sur cette lancée pour maintenir sa croissance, non? En fait, je pensais la même chose jusqu'à ce que je découvre ce document de recherche. En 1995, seulement 3 entreprises chinoises figuraient dans la liste Fortune 500, mais en 2023, ce nombre est passé à un incroyable 142, ce qui est le plus élevé pour n'importe quel pays. Bien que ce soit impressionnant, les plus grandes entreprises d'État de cette liste, à savoir 1, la State Grid Corporation of China, 2, la China National Petroleum Corporation et 3, la China Petrochemical Corporation, génèrent plus de 85% de leurs revenus sur le marché intérieur. En 2018, la situation était presque la même pour les entreprises privées. Ainsi, la majorité des entreprises chinoises figurant dans le Global 500 seraient vulnérables à un ralentissement majeur de l'économie domestique. En fait, la Chine commence déjà à montrer des signes de ralentissement, l'un d'entre eux étant si surprenant que vous ne le croiriez même pas au premier abord, l'économie chinoise souffre de l'opposé de l'inflation, la déflation. Les prix à la consommation ont diminué en juillet pour la première fois depuis plus de 2 ans. Oui, la Chine souffre de déflation. Vous avez bien entendu. Vous pourriez vous demander, mais, le monde entier souffre d'inflation, tout devient plus cher. Alors, si les prix baissent en Chine, n'est-ce pas un bon signe? La règle de base de l'économie est l'offre et la demande, si l'offre augmente sans une augmentation correspondante de la demande, les prix baissent, et vice-versa. Ainsi, la raison pour laquelle il y a de la déflation en Chine est que la demande a considérablement diminué. Cela s'explique par le fait que les gens et les entreprises dépensent peu en Chine, et que la deuxième plus grande économie mondiale a du mal à relancer la demande. Cela se produit alors qu'aucune autre grande économie ne connaît de déflation. Comme nous l'avons discuté, cela contribuerait à nouveau au cercle vicieux où moins de demande signifie moins de production, ce qui signifie moins d'emplois, et finalement, davantage de mécontentement parmi les jeunes. Mais au-delà de tous ces problèmes, il y en a un autre, encore plus important et alarmant,
qui n'est pas l'économie, l'emploi ou le PIB, mais quelque chose d'encore plus crucial. Ce facteur est si déterminant qu'il a brisé de nombreux pays et continue de hanter beaucoup d'autres à travers le monde. Les dirigeants chinois tentent de trouver des solutions à ce que de nombreux économistes ont décrit comme une bombe démographique à retardement, le problème de la population. La Chine compte 1,4 milliard d'habitants, dont un chiffre impressionnant de 280 millions sont âgés de plus de 60 ans. Ainsi, près d'un Chinois sur 5 est âgé de plus de 60 ans. En fait, la Chine abrite désormais la plus grande population de personnes âgées au monde. Des pays comme le Japon, la Corée du Sud, l'Italie et bien d'autres sont confrontés à ce problème, mais contrairement à la plupart des pays où les taux de fécondité faibles sont principalement dus aux coûts élevés de l'éducation des enfants, en Chine, la situation est très différente. Les jeunes d'autres pays ont pris cette décision de leur propre chef, mais en Chine, cela a été imposé par le gouvernement avec une politique draconienne appelée la politique de l'enfant unique. La population chinoise est passée de 540 millions en 1949 à 969 millions en 1980. Bien que la population ait cru rapidement, la production agricole à la fin des années 1900 ne suivait pas le rythme. Cela signifiait que la production alimentaire était insuffisante pour nourrir toute la population. Pour contrôler ces chiffres explosifs et éviter une famine généralisée, la politique de l'enfant unique a été mise en place en 1980. Bien que cette politique ait permis de maîtriser la population, ses conséquences hantent la Chine des décennies plus tard, alors que la population vieillissante augmente à un rythme alarmant et qu'il n'y a pas suffisamment de jeunes pour les remplacer. En fait, selon un rapport, d'ici 2035, environ 400 millions de personnes en Chine auront plus de 60 ans, ce qui représentera presque 30% de la population. C'est tellement important que ce chiffre correspond presque à la population actuelle du Japon, de la Corée du Sud, de l'Italie, du Canada et de la Russie réunis. De plus, cette politique a perturbé les démographies, car beaucoup ont préféré avoir un garçon plutôt qu'une fille, ce qui a conduit à un déséquilibre drastique dans le ratio homme-femme. En Chine, il y a presque 35 millions d'hommes de plus que de femmes, ce qui a créé de nombreux problèmes sociaux et culturels. Cela a intensifié la compétition pour le mariage, tout comme le marché du travail. Avec l'augmentation de la population âgée, l'économie risque de s'effondrer. Vous pourriez penser que cela a du sens et que ce serait même bénéfique, puisque vous avez mentionné que le chômage est élevé, donc avec moins de jeunes, la compétition diminuerait, n'est-ce pas? En réalité, non, car l'effet d'une population en déclin peut rapidement s'amplifier. Par exemple, le Japon a signalé 20 000 personnes en moins en 2008, et ce chiffre a depuis gonflé à 831 687 personnes en 2023. Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a même qualifié cette tendance de « crise la plus grave » du Japon. Une étude a indiqué que lorsque la population en âge de travailler diminue, les revenus des entreprises et, en fin de compte, l'économie du pays s'effondre. C'est parce que les travailleurs d'un pays sont ses consommateurs les plus puissants. Je ne fais pas que supposer cela, nous avons plusieurs études de cas où une corrélation a été observée entre la baisse de l'économie et l'augmentation de la population âgée. Le Japon est un exemple classique de ce phénomène. Ce graphique montre la diminution de la population en âge de travailler au Japon. À mesure que la population en âge de travailler diminuait, la consommation intérieure a commencé à baisser, et le nombre d'entreprises japonaises figurant dans la liste Fortune 500 a également diminué. En fait, selon l'étude, la corrélation entre la diminution de la population en âge de travailler et le départ des entreprises japonaises du Global 500 était de 94%. En approfondissant mes recherches, j'ai découvert qu'entre 2000 et 2023, le nombre d'entreprises japonaises dans le Fortune 500 est passé de 107 en l'an 2000 à seulement 41 en 2023, soit une diminution de près de 62%. De plus, dans les années 60 et 70, le Japon avait un taux de fécondité moyen de 2, qui est maintenant tombé à seulement 1,3 au cours de la dernière décennie. Selon les experts, un taux de fécondité de 2,1 enfants par femme garantit une population relativement stable. Cela se reflète également dans la croissance du PIB du Japon. Si nous calculons la croissance moyenne du PIB de 2015 à 2023, elle est de seulement 6%. Les données de Statista prévoient même que ce taux de croissance chutera à seulement 4,5% en 2029. Il en va de même pour la Corée du Sud, où le taux de fécondité est d'environ 1,1, et la croissance du PIB sur 10 ans est d'environ 2,5%. Cette croissance est également prévue pour tomber à 2,03% en 2029. En fait, ce modèle a été observé dans presque tous les pays ayant une population en déclin. Vous pourriez argumenter que ces pays croissent lentement parce qu'ils ont déjà connu une croissance rapide et qu'il n'y a presque plus de place pour croître maintenant.
C'est en partie vrai, mais ils auraient encore été bien mieux en termes de croissance du PIB s'ils avaient maintenu leur population. Les jeunes sont importants pour deux raisons principales. Premièrement, une population en déclin signifie moins de personnes, ce qui entraîne une diminution de la demande pour les biens et services, ce qui exerce une pression à la baisse sur l'économie. Cela exerce une pression sur les prix, entraînant une déflation. Lorsque cela se produit, les ralentissements économiques ou les récessions deviennent plus probables. C'est ce à quoi la Chine est confrontée actuellement. La diminution de la population affecte à la fois l'offre et la demande dans l'économie. Sur le plan de l'offre, une baisse de la population se traduit par une réduction de l'offre de main-d'œuvre et de la production. Sur le plan de la demande, une population en déclin entraîne une diminution de la demande de biens de consommation, de services et de logements. Ainsi, tout le marché intérieur des biens et services s'effondre. De plus, le pays se retrouve avec moins de travailleurs, alors que le nombre de personnes à la retraite augmente, ce qui crée un déséquilibre où les revenus fiscaux diminuent tandis que les dépenses pour les personnes retraitées augmentent. Que fait la Chine pour résoudre ce problème? La Chine a pris conscience de l'ampleur de la situation et a décidé de mettre fin à la politique de l'enfant unique en 2016. Peut-être était-ce trop tard à ce moment-là, mais elle avait une bonne raison. Depuis début 2016, toutes les familles ont été autorisées à avoir 2 enfants. Le taux de fécondité en 2016 était de 1,67, ce qui a légèrement augmenté à 1,69 en 2021, mais il était toujours inférieur au taux de fécondité standard de 2,1. C'est pourquoi le PCC a adopté une loi en août 2021 permettant aux couples mariés d'avoir jusqu'à 3 enfants. Mais même après avoir autorisé 3 enfants, le taux de fécondité n'a atteint que 1,7%. Cela s'explique par les mêmes raisons pour lesquelles les Coréens et les Japonais ne font pas suffisamment d'enfants. Les Chinois sont préoccupés par leur capacité réelle à subvenir aux besoins de plusieurs enfants. En fait, des décennies de messages et de politiques promouvant l'idée d'avoir un seul enfant ont conduit beaucoup de personnes à croire que le fait d'avoir un seul enfant est en réalité préférable. Peut-être que la situation aurait été beaucoup meilleure si le PCC n'avait pas mis en œuvre cette politique ou s'il avait au moins adopté une politique de 2 enfants dès le départ. La politique de l'enfant unique n'a pas seulement perturbé l'économie chinoise, mais elle a également eu des effets significatifs sur son armée.